Shakespeare disait que parlait de la force enchanteresse de la vérité. Et pour trouver la vérité, c'est toujours un voyage long et exploratoire. Et dans ces tables rondes sur la transparence, c'est très, très précieux d'avoir la science dure, la science sociale, et ça nous aide à donner des faits, des chiffres pour conduire de meilleures politiques. Avant de donner la parole à tous les intervenants, j'aimerais vous rappeler 3 articles importants. L'article 10 sur la transparence de la directive sur la gestion des déchets radioactifs. On peut être fier de cet article. Le deuxième point parle de la recherche, le concept d'open science, de science ouverte, d'accès ouvert. La méthode de travail de la commission, c'est l'open science en 2020 et dans le futur. Et la commission a besoin que les bénéficiaires de financement de recherche publient leurs résultats en accès ouvert, ce qui veut dire fournir l'accès en ligne à l'information scientifique gratuite pour les utilisateurs. Et troisième point, la recherche Euratom. Ce programme a soutenu et continuera à soutenir les activités technologiques et sociales. Nous espérons vous convaincre de la qualité de ce projet grâce aux présentations aujourd'hui sur Modas 2020, Citex, Joprat et Drurat. Chers collègues, chers amis, c'est mon plaisir d'inviter aujourd'hui les panélistes très intéressants. Anne Bergmans de l'Université d'Anvers prendra la parole, suivi par Monsieur Valérie Detilleux de Bellevée, de l'Agence fédérale sur le contrôle nucléaire en Belgique. Et dernier et moins le moindre, Gilles Hérard Dubreuil de Mutadis et secrétaire de NTW. J'aimerais inviter Albert Mans et professeur en sociologie de la sécurité et la résilience sociale, et Anne Menfield et son domaine de recherche est sur le risque, l'incertitude scientifique et la controverse publique. Et elle fait des recherches sur la participation des parties prenantes du public et le développement de connaissances avec qui cible aussi la participation citoyenne. La parole est à vous, Anne. J'ai fait partie du projet Honest et qui a été mentionné tout à l'heure, mais je ne veux pas vous en parler parce que je n'aurai pas suffisamment de temps. Donc, ce que je vais vous présenter se rapporte à ce qui a déjà été présenté, mais il faudra je voudrais présenter retour d'expérience suite à notre séminaire en ligne. Alors, notre projet Moderne 2020. Alors, je dois vous donner quelques éléments de contexte concernant Modern 2020. Faisait partie d'une série de projets entre 2015 et 2019 et était centré sur le développement de stratégies de technologie pour faire des évaluations des suivis en interaction avec des parties prenantes qui seraient intéressées par ce genre d'activité d'évaluation et de suivi. Et juste pour vous démontrer qu'il y avait un certain nombre d'organismes qui ont participé, des organismes de gestion de déchets, des centres de recherche et des centres de recherche universitaires. Et pour la plupart, c'était des recherches techniques qui ont été faits sur la suivi et le contrôle des technologies. L'Université de Gothenburg et nous-mêmes avons participé afin d'impliquer des centres de recherche dans le projet. Donc, l'approche était la suivante. Nous avions 4
volets de recherche sur stratégie, technologie et aussi de recherche qui faisait des expériences. Et nous avions un volet de recherche sur les questions sociétales et l'implication des parties prenantes. Et nous avons cherché à avoir le retour des différents participants de la société civile et leurs réactions en matière de participation pour qu'ils puissent donner leur point de vue concernant le suivi, le contrôle, l'évaluation et leur point de vue. Donc, une chose importante que l'on doit mentionner, c'est que le projet se concentrait particulièrement sur le suivi des sites de stockage. C'était pas focalisé sur le suivi de l'environnement. Alors, personnes qui s'intéressent à ce qui se passe dans ces sites et dans leur environnement ne font pas nécessairement une distinction entre les deux aspects. Le système de surveillance concerne la prise de responsabilité à un niveau général. Donc, le premier défi, c'était de faire une distinction clair entre le suivi ou la surveillance des stocks, des lieux de stockage par rapport à tout système de surveillance de problèmes environnementaux. Et ce n'était pas toujours très clair dans l'esprit des gens parce qu'ils avaient un point de vue plus global. Donc, nous voulons savoir ce qui se passe dans ces sites de stockage géologique. Alors, comment faire? Quelle était notre approche? Il y avait un projet auparavant, c'était un projet concernait la stratégie et des technologies de rupture et nous devions établir les points de base ou les éléments de base pour démarrer des recherches auprès d'experts dans un projet, un certain nombre de représentants d'ONG et de la société civile. Et beaucoup de partenaires techniques s'intéressaient par cette approche pour savoir comment l'échange d'informations, même dans un domaine très abstrait concernant le suivi ou le contrôle d'éléments avec des capteurs et qui n'impliquaient pas des intervenants directement. Et donc, ce que nous avons fait, nous avons tenté de mettre en pratique des approches de coproduction technique et nous avons organisé des activités au niveau projet, au niveau national et au niveau local pour les différentes communautés, les États qui participaient dans cette recherche. Nous avons d'autres activités de recherche conjointes, mais je ne veux pas en parler aujourd'hui. Ensuite, donc au niveau du projet, nous avions pour chacun des groupes qui participaient, nous avons identifié 2, mais parfois plus, officiers ou responsables de liaison et qui participaient dans toutes les réunions dans le projet, des ateliers, des AG. Nous avons également un atelier engagement spécifique au mi-parcours du projet qui traitait plus
on a passé plus de temps pour traiter les questions de la part des parties prenantes dans leur contexte. Et d'après les demandes des parties prenantes, nous avons développé avec eux un guide pour les parties prenantes en matière de contrôle des sites de stockage. Et nous avons pensé dès le départ que nous pourrions avoir une plateforme en ligne où les questions pourraient être posées et répondues, mais cela n'a pas bien fonctionné. Il y avait peu d'intérêt pour cela. Donc, nous avons décidé de faire une enquête interactive en 2 vagues. Nous avions un dialogue du type Delphi, une vague suivit l'autre vague pour démontrer aux participants quel était l'impact ou le résultat de leurs réponses et qu'est-ce qui était significatif ou qui faisait sens suite à leurs réponses. Et donc, on leur a fait un retour pour voir si ils pensaient que cela était pertinent ou cohérent. Donc, il y avait un dialogue en ligne, virtuel, avec un groupe de parties prenantes plus large et membres de consortium. Et par ce biais, nous avons tenté à identifier quelle était leur appréciation des activités proposées aux parties prenantes dans ce processus, et puis les enseignements qu'ils ont tirés de ces activités et partager avec eux comment la gouvernance de la surveillance des sites de stockage pouvait fonctionner et comment cela pourrait fonctionner dans un cadre plus large participatif. Alors, l'activité engagement à domicile, nous utilisions des configurations existantes. Il y avait des parties prenantes qui avaient déjà travaillé ou rencontré un certain nombre de centres de recherche qui travaillaient dans le domaine de gestion des déchets. Et nous sommes allés à la Eurajoki en Finlande et à Östhammar en Suède, en France à Clis de Bure, Moll et Dessel en Belgique. Ils n'ont pas un site de stockage, mais ils ont un site de recherche souterraine. Et les parties prenantes en Belgique dans ce site s'intéressaient à cette recherche. La Belgique et la Suède ont participé dès le départ et faisaient partie de ce projet précurseur dont je parlais avant. Et les Finlandais et les Français nous ont rejoints un peu plus tard dans ce projet. Le niveau d'activité que nous avons développé avec ces groupes était très influencé par leur programme au niveau national. Et en Suède, l'idée, c'était de démarrer le projet dès le début. Il s'agissait de commencer depuis le départ et le fait que ces 2 processus se sont déroulés en parallèle au début du projet a fait attendre un peu les participants jusqu'à ce que les choses soient réglées avant d'investir du temps dans ce projet, parce que c'était des gens qui étaient intéressés par tout ce qui se passait dans les processus à la Cour environnementale. Sur la diapositive suivante, alors, à cause de cela, de ces problèmes, nous avons dû nous adapter, faire de la gestion adaptative pour ces activités d'engagement et adapter notre stratégie au fil du temps. Vu les besoins exprimés et les restrictions par certains citoyens et aussi par certains partenaires du projet, dans le WP3 sur la technologie de développement, les partenaires de consultation depuis le début étaient extrêmement positifs et intéressés
a amené ces gens à nous rejoindre, mais au début des meetings, on a remarqué que les gens parlaient à différents niveaux et c'était difficile de les suivre. Et ils passaient du coq à l'âne dans les meetings. Et aussi, ils ont développé un processus qu'on appelle les index cards, les cartes d'index pour mettre l'information au bon niveau, par exemple, sur la technologie qu'ils développent. Et on a fait des sessions questions-réponses avec les participants pour voir s'ils comprenaient bien avec l'information, si c'était de l'information utile ou non pour eux. Et ça a été le point de départ dans cette approche. On a eu des activités dédiées, un guide pour les parties concernées et on voulait être certain que c'était en ligne avec l'Assemblée générale, basé donc sur les intérêts et les questions posées par les parties concernées. Les citoyens trouvaient que leur rôle dans le projet n'était pas tant d'influencer la recherche technique ou son déroulement ou de participer non plus à faire de la recherche en tant que telle, mais pour eux, la chose la plus importante, c'était de développer une compréhension du but de cette recherche. Comment est-ce qu'elle pourrait les affecter et de quelle façon ils pourraient donc contribuer à dire aux chercheurs et aux développeurs de ces technologies et aux gens qui développent les stratégies, de leur dire ce qui était important pour eux et leurs attentes, afin de les aider à prendre cela en compte dans leurs activités de recherche et dans l'interprétation des conseils qui peuvent être donnés. Alors, le développement de ce guide des parties concernées, je vais en parler dans la diapo suivante, mais c'était d'ouvrir le débat au-delà de Modern 2020. Donc, nous avons eu des résultats spécifiques. Alors, je ne vais pas parler des résultats analytiques parce que mais le guide, le Stakeholder Guide, pour le suivi des dépôts, vous pouvez voir que ici, on va en parler. Je suis en train d'en parler depuis longtemps, donc passons à la diapo suivante. Merci. Donc, le but de cela, c'était d'une part, de première part, d'avoir des outils pour communiquer de la science, communiquer ce que le projet avait développé et quels en étaient les résultats, et communiquer vers une audience plus large, mais aussi d'arranger actuellement et dans le futur un dialogue entre des parties concernées hétérogènes venant de divers contextes. Il a été clair qu'on peut appeler ça un exercice interdisciplinaire et transdisciplinaire avec des boucles de rétroactives, de feedback où chacun donne ses retours, le tout en itération entre sciences sociales et autres activités. Les gens avaient un stylo et prenaient note et notaient l'input des uns et des autres. Et mutuellement. On a parlé de points techniques et de points de gouvernance. Et on a eu différents work packages qui ont été livrés, de la littérature, des documents sur les politiques à appliquer et différents concepts de dépôt géologique, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça veut dire dans tel contexte national pour notre activité de suivi. Le public visé, c'était au plan large les citoyens, les politiciens aussi, les journalistes et tout le monde qui est intéressé à la question. Si vous voulez y jeter un coup d'œil, il est disponible sur le site web Modern 2020 en français et en anglais. Il me reste quelques minutes et quelques diapositives sur
ce que ça voulait dire, cette activité d'engagement, de participation. Il y a eu des difficultés au fil des choses, je ne vais pas les dissimuler, mais c'était un exercice de voir, d'amener ces gens à nous rejoindre dans ce projet de recherche. Les premières difficultés étaient externes. Il fallait intéresser les citoyens. On a tiré l'expérience de nos premières expériences. Et nous avons eu des problèmes avec le timing des programmes nationaux. Ces calendriers interféraient et parfois, ce n'était pas possible pour les gens de participer lorsqu'il fallait dans notre calendrier sur le projet. Les NWMO, les relations avec les parties prenantes, ce sont été des influenceurs positifs, la bonne relation entre certains des NWMO et des participants dans les projets avec des gens venant des municipalités qui nous ont contactés, qui se sont connectés avec nous. Mais d'autre part, nous n'avons pas eu une très bonne relation entre Andra NM et les gens de Bure, ce qui a fait qu'elle a hésité, ces derniers ont hésité à venir et les négociations en ont souffert. Elles ont pris plus longtemps. Au fin du fond, ils se sont quand même retrouvés parce que nous ne sommes pas passés par l'Andra, mais nous avons contacté directement. Nous avons eu l'aide des gens de l'ISN, ce qui a été très utile, mais malheureusement, c'est contraire à la position qu'on a prise à haut niveau récemment. Comme Fazer le dira, beaucoup de gens dans la communauté des sciences sociales est embarrassée sur le sujet, mais on pense que ça n'a pas été bon pour ce type d'activité. Donc, je ne vais pas entrer dans le détail. Vous en avez probablement déjà parlé lors de cette conférence également. En interne, nous avons aussi eu des problèmes, bien sûr, l'alignement avec les autres work packages parce qu'ils suivent leur propre cours et leur logique. La logique du projet, la logique de la participation ne se marient pas toujours bien ensemble. Beaucoup de gens de partenaires de consultation étaient très intéressés, mais parfois c'était difficile d'ouvrir des meetings internes pour les citoyens. Parfois, ça n'allait pas pour des raisons de calendrier. C'est quelque chose qu'il faut mentionner. Notre work package numéro 2 sur la stratégie était plus proche des intérêts. Ça leur fournissait des connaissances utilisables immédiatement. Et le package 3 sur la technologie était très technique, mais on s'y attendait. Et on avait de grands espoirs pour le package numéro 4, la démonstration, qui était aussi technique, mais du fait de technicalité et aussi de problèmes d'agenda, de calendrier, les choses arrivent en retard. Et lorsqu'on a une visite qui est prévue, ça prend du temps de planifier cela. Et les choses n'ont pas marché selon le calendrier, mais on a essayé de faire de notre mieux. Et bien sûr, la barrière du langage, qui sera toujours un problème. Pas quand il s'agit de choses techniques par opposition pas en termes de jargon technique, mais en termes particulièrement pour les Français, le fait que tout était en anglais et nous n'étions pas capables de fournir une traduction tout le temps parce que ces choses ont un coût. Donc pour les Finlandais, pour le groupe finnois, et plus que pour les Suédois et les Belges, il y avait moins de gens dans le groupe au sens large qui ont été capables de nous contacter directement à cause de ces barrières linguistiques, bien qu'il y ait eu des translations faites, mais elles étaient hors budget parce qu'on avait d'abord abordé d'autres besoins. Est-ce que je peux vous demander de conclure? Oui. Oui, très rapidement, quelques messages clés. Les gens sont positifs des deux côtés. Un point important, c'est que les parties concernées ne sont
pas préparés à légitimer les résultats de la recherche. Donc, on a eu beaucoup de discussions sur le sujet. Et il voulait ouvrir les choses et non pas refermer les choses en disant nous sommes tous d'accord. Il voulait poser des questions et c'est un différent type de coproduction. Ce n'est pas on discute et on referme tout, mais c'est plutôt on discute et il continue à poser des questions. Inappropriate, but in a nice way. Donc, comme des petits chiots qui doivent être nourris. Je suis désolé, c'était inapproprié, mais de manière gentille. Alors, les CS ne cherchaient pas à s'engager dans la recherche, mais dans le processus de recherche. Pour comprendre ça, ces citoyens prenant part, pour voir comment c'est fait et à quoi ça sert ce processus de recherche, ils voulaient voir les débats entre chercheurs, parce qu'il y a eu pas mal de débats. Et beaucoup de consultants et de partenaires, à certains moments, se demandaient mais qu'est-ce que ces gens vont penser parce qu'on n'arrête pas de discuter et c'est comme si on n'était pas d'accord, ça va donner cette impression qu'on ne sait pas ce qu'on est en train de faire. Mais au fin du fin, ça a été rassurant pour eux que les parties concernées disent non, c'est ce qu'on apprécie, que vous nous montriez que ce n'est pas toujours on sait tout déjà et c'est comme ceci, acceptez-le. Donc, pour avoir une bonne appréciation des connaissances et des manques, des lacunes dans les connaissances, c'était important. Voilà. Il voulait aussi construire des ponts avec les groupes de public plus larges. Et pour ma dernière diapositive, je dirais que les interactions étaient un peu brouillonnes dans cette interaction et c'est ça que les gens appréciaient. Ça montrait qu'il y a de l'authenticité plutôt que une apparence marketing de propreté nette. C'est ce qui stimule la confiance. Pas directement, mais au moins ça sème les premières graines pour construire la confiance. La comparaison, c'était quelque chose d'important et la liberté de parler de questions délicates dans un espace protégé pour citer Sean Anderson. Et il y a des choses pratiques à considérer, mais on peut en parler plus tard. Le langage, les lieux de rencontres accessibles, les budgets, les gens qui doivent voyager vers des meetings, ça ajoute au coût. Et maintenant, je vais vous laisser avec cette dernière diapositive. Merci beaucoup, Anne. Anne, j'aimerais juste vous poser quelques questions. J'aimerais les résumer en un seul bloc. Une question sur la confiance. Comment est-ce qu'on peut obtenir la confiance des citoyens? En tant que sociologue, je pense que vous avez des idées. Autre question de Jean-Claude Autret. Et c'était de Jean-Claude Autret. David Laurie, le scepticisme des citoyens vis-à-vis de l'autorité. Troisième question. L'intégration des sciences sociales dans les projets plus technologiques. Et la question, donc, ces trois questions, donc. Je ne vous donne pas beaucoup de temps pour réfléchir. Après quelques minutes, je passerai la parole à Valérie. Oui, alors rapidement et peut-être demain dans le débat, on pourra aller plus en détail. La confiance, c'est quelque chose qu'on ne peut pas juste livrer, c'est quelque chose qui se construit et qui se mérite. On doit la mériter. Il faut montrer c'est un comportement qui montre qu'on est fiable. Mais, et c'est très important, et ça fait partie de ce projet, afin d'obtenir la confiance, il faut donner sa confiance. Il faut être capable de montrer que l'on fait confiance à ces gens, qu'ils vont venir dans le projet et qu'ils pourront poser les questions qu'ils veulent, quelles qu'elles soient, et qu'on ne va pas directement et immédiatement les considérer avec un scepticisme ou de la négativité, comme des citoyens qui viennent gêner et bousculer vos brillantes idées. Donc, c'est un donnant-donnant, cette situation.
Et les biais qu'on peut voir des deux côtés ne sont pas très utiles. Pour le scepticisme citoyen, je ne suis pas certain du sens de la question. Il y a beaucoup de types de citoyens différents. Certains sont sceptiques, certains ne le sont pas. Il y a des chercheurs ou des décisionnaires qui sont sceptiques, d'autres qui ne le sont pas. Donc, je ne peux pas en parler beaucoup. L'intégration des sciences sociales dans les projets techniques, ça, je pense que c'est pertinent et très nécessaire à l'évidence. Je suis une scientifique sociale moi-même, mais c'est utile, je pense. Dans le projet moderne, le fait qu'il y ait les deux, notre but a été, qui est sciences sociales, notre but a été d'ouvrir certaines questions à des points pour souligner à certains de nos collègues certaines des hypothèses qu'ils font, des suppositions qu'ils font. C'était dans nos interactions avec les parties prenantes souvent que cela a eu lieu. Les sciences plus naturelles, les sciences plus techniques, parfois, ils interprètent leurs résultats, les résultats de leurs recherches, mais parfois, depuis leur point de vue idéologique, ils interprètent cela et parfois ils ne se rendent pas compte, ils ne le font pas délibérément. Il advient qu'ils ont ces choses en tête et on met le doigt dessus. Je vais donner un exemple spécifique. À l'intérieur du projet, on parlait des paramètres et on avait raccourci la liste des paramètres en partant d'une longue liste. On avait abouti à une liste courte et on s'est demandé pourquoi est-ce qu'on a éliminé certains des paramètres. D'abord, il y avait des raisons très techniques pour réduire cette liste. Je n'ai pas tout compris. Donc, dites-moi. Et ensuite, pourquoi ceci, pourquoi cela? Et en fait, on nous a dit, c'est parce que c'est le budget, c'est trop cher. Et alors, nous avons souligné le fait que, oui, mais vous faites l'hypothèse que c'est trop cher. Mais ce n'est pas en ce moment une décision qu'on doit prendre dès maintenant, parce que les dépenses, ce n'est pas une décision d'expert sur quels sont les paramètres technologiques qui doivent être pris en compte. C'est quelque chose que les parties prenantes doivent examiner. Ils ont aussi leur mot à dire, les parties concernées. Donc, c'est ce genre de choses, des détails pratiques que j'ai vus dans mon expérience en tant que participant. Ça a été utile de montrer et de mettre au grand jour la science, la façon dont la science se développe et quels sont les processus lorsqu'on fait de la science. Et j'en conclus là. Merci beaucoup, Anne. Une vue très enrichissante. Passons à la présentation suivante. Nous avons le plaisir d'inviter Valérie Dethier, qui est docteur de l'Université catholique de Louvain, qui travaille sur la vérification. C'est un analyste de sécurité où il examine la gestion des déchets et des dépôts. Il travaille sur l'implémentation des programmes de recherche pour soutenir les revues réglementaires pour les installations de dépôt. Il était dans le projet CITEX et dans la fondation des réseaux CITEX, dont il est un des vice-présidents. Valérie est également le président du bureau de l'Assemblée générale de l'EURAD. Valérie, je vous donne la parole. Alors, merci pour cette opportunité de présenter le réseau CITEX. J'espère que je vais garder votre attention, même s'il est tard cet après-midi. Je vais vous présenter le réseau CITEX, CITEX Network, sur la gestion des déchets de la radioactivité avec des TSO, des autorités de réglementation et des experts de la société civile.
Je vais vous parler de nos activités et de nos interactions. Mais d'abord, je vous donnerai le contexte général de CITEX, cette initiative. Puis, je vous montrerai comment nous sommes passés du projet au réseau CITEX. Et je vous donnerai un survol de nos activités dans le réseau et nos interactions avec la société civile, puis mes conclusions. Donc, d'abord, l'initiative CITEX. Il y a différentes fonctions. Responsable de l'implémentation de la gestion des solutions de gestion des déchets, mais il y a également les fonctions réglementaires pour l'autorisation des opérations des différentes installations de gestion. Et il y a également la fonction d'expertise. Cette fonction d'expertise a comme rôle de donner des conseils aux fonctions réglementaires pour que ces fonctions réglementaires puissent prendre des décisions informées techniquement. Nous avons aussi identifié une fonction dans la société, une fonction sociétale qui peut interagir avec les trois autres formes de fonctions. Le réseau CITEX est centralisé sur la fonction d'expertise principalement. Mais vous verrez que nous avons dans ce réseau des représentants des fonctions réglementaires et sociétales de la société. Je vais maintenant parler de notre fonction d'expertise. C'est le focus de ce réseau. Son but est de donner les bases scientifiques et techniques pour aider à prendre des décisions prises dans la fonction réglementaire. C'est écrit dans l'article 6 de la directive que les États membres créeront et maintiendront une autorité réglementaire compétente et qui soit séparée fonctionnellement des organisations de gestion des déchets. C'est une indépendance. Et également, la fonction d'expertise est indépendante de la fonction d'implémentation, d'installation, de mise en place. Des activités typiques de la fonction d'expertise, c'est contribuer à l'établissement des exigences réglementaires, développer la guidance pour remplir ces exigences, et évaluer les cas de sécurité et développer et maintenir ses connaissances et ses compétences. C'est une activité transversale, en particulier pour les problèmes complexes comme la sécurité à long terme des dépôts. Voici les activités essentielles. Exécuter et superviser les recherches et développements et échanger entre les fonctions d'expertise entre organisations sur les pratiques, organiser ou participer à des activités de formation pour transférer les connaissances et interagir avec la fonction de société civile. Il y a parfois ces activités sont essentielles pour construire l'expertise et aussi la crédibilité, par exemple vis-à-vis de la société civile ou vis-à-vis de la fonction d'expertise, la crédibilité de cette fonction d'expertise. Parfois, il y a des activités de recherche et développement et c'est important dans la directive qu'il soit indiqué clairement que toutes les parties, donc y compris la fonction d'expertise, mènent des activités d'éducation, de formation et de recherche et développement. C'est aussi ce que demande l'IAEA dans un de ses guides. Donc, voici le contexte général. Et voyons ce contexte, la fonction expertise a décidé en 2012 de créer une nouvelle initiative qu'on a appelée l'initiative CITEX, avec des organisations de la société civile. Que veut dire CITEX? Réseau
soutenable, d'expertise technique indépendante, réseau durable. Et quel est le but? C'est d'augmenter et nourrir la coopération au niveau international pour obtenir une fonction d'expertise de haute qualité. Nous sommes indépendants des organisations de gestion des déchets, c'est important. Eux, ils sont la fonction d'implémentation, de mise en place. Et notre but est de soutenir la fonction réglementaire et sociétale dans le domaine uniquement de la gestion des déchets radioactifs, y compris le dépôt, mais pas uniquement le dépôt, et l'élimination, mais pas uniquement l'élimination. Donc, nous avons commencé cette initiative CITEX, et d'abord, elle était sous la forme d'un projet européen. C'était le premier projet CITEX sur la FD7, sous le programme Euratom. C'était une phase préparatoire. On a défini nos besoins, nos missions en tant que fonction d'expertise, les objectifs du futur réseau CITEX et les activités et interactions possibles de ce réseau et à l'extérieur de ce réseau. Et basé sur le succès de ce premier projet européen, nous avons décidé de construire un projet numéro 2, CITEX 2, qui a commencé en 2015 et il a été fondé également par la Commission européenne dans le cadre d'Horizon 2020 et il était à l'époque en phase test. C'était un réseau test que nous avions construit pour tester les différentes implémentations, les différentes mises en route et les interactions entre les différentes activités installées. Et aussi, ça nous a permis de se préparer au réseau network, un réseau CITEX autonome qui n'est plus financé par la Commission. Nous l'avons créé et financé en 2018 et maintenant, il continue à vivre. Il a été fondé, ce réseau, comme organisation à but non lucratif française, comme je l'ai dit en 2018, avec 14 membres fondateurs de 9 pays. Et il y a des membres de l'expertise, dans la fonction d'expertise et dans la fonction de société civile. Nous avons aussi des gens de la réglementation, des experts dans cette fonction d'expertise, par exemple l'Agence fédérale de Belgique, et 2 membres supplémentaires qui viennent également du Canada. Donc, et le réseau est... Son objectif, c'est d'améliorer la coopération au niveau international afin d'obtenir une fonction d'expertise de haute qualité, indépendante des organisations responsables, visant à soutenir les autorités de réglementation nucléaire ainsi que la société civile dans le domaine de la sûreté de la gestion des déchets radioactifs. Alors, cet objectif du réseau est obtenu par une coopération entre tous les membres dans le réseau. Nous avons une pluralité d'acteurs et de points de vue dans le réseau, des agences de régulation nucléaire et différents acteurs, parties prenantes de société civile. Et cette pluralité des acteurs et de points de vue est considérée comme une valeur ajoutée du réseau. Je ne vais pas commenter ce slide, mais juste pour dire qu'il y a différents collèges et vous avez un collège d'experts et un autre collège pour la société civile et un collège pour la fonction de réglementation, qui sont toutes indépendantes et nous développons des activités au sein du réseau et les membres des différents collèges coopèrent. Des activités en R&D, mais aussi en formation et des évaluations de sécurité. Tous ces activités sont censées développer l'intérêt
interaction avec la société civile. Je vais vous donner plus d'exemples détaillés concernant ces activités et vous montrer comment elles peuvent générer de l'interactivité. En matière de R&D, alors notre réseau CITEX s'occupe de la coordination du collège TSO et donc nous assurons cette coordination. Et au sein du réseau, nous avons également des échanges concernant les résultats EURAD avec tous les membres du réseau, avec les organisations de la société civile incluses. Et le réseau a aussi un agenda stratégique en matière de recherche. Et cet agenda est un des blocs fondamentaux pour le réseau. Et le réseau donc gère cet agenda. Cette année, dès le mois de janvier, notre objectif est de développer des sujets de sciences sociales et c'est quelque chose qui est dirigé par le Collège Société civile. Alors, concernant l'évaluation sécurité, en 2019, nous avons organisé une journée gouvernance de la gestion des déchets radioactifs et la gestion des incertitudes. Donc, en 2020, nous avons organisé une journée sur l'élimination en forage profond. Nous avons fait une enquête bibliographique sur l'élimination des déchets ou le stockage des déchets. Alors, l'organisation d'une activité assez originale que nous venons de démarrer, c'est une activité qui est un benchmarking des évaluations de sécurité ou des contrôles de sécurité. Nous avons identifié un cas de sécurité fictif et les membres ont la possibilité de faire une évaluation de ce suivi ou ce contrôle de sécurité et ces résultats seront présentés, discutés et l'idée c'est de limiter avoir une espèce de exercice ludique qui permet de tirer des enseignements des TSO, mais aussi de l'importance d'inclure la société civile dans ces contrôles de sécurité. C'est une activité en cours et j'espère pouvoir vous apporter plus de détails concernant les résultats à l'avenir. Alors, en matière de formation, nous allons développer un module de formation pour nos experts généralistes au sein du réseau. Nous avons testé ce modèle de formation dans le projet, au sein du projet CITEX et nous avons développé et donné en 2020 en collaboration avec NST ce modèle plus. Et nous avons reçu des bons retours des stagiaires et nous allons organiser une nouvelle séance. Mais étant donné la situation Covid, on est en train de réfléchir comment effectuer ces formations. Alors, il y a les activités concernant l'interaction avec la société civile. Pendant les projets CITEX, nous avons développé un outil intéressant que nous nommons PEP, ce qui veut dire un processus d'évaluation de parcours. C'est un outil, un serious game, qui permet des discussions sur les parcours de gestion de déchets. Ça permet différents acteurs qui sont parfois ne sont pas des experts en matière de gestion de déchets, de pouvoir discuter des différents parcours de gestion de déchets. Et c'est quelque chose qui fonctionne très bien, que nous avons utilisé, par exemple en France, au sein du débat
public sur la gestion des déchets. Et nous avons utilisé cet outil dans d'autres cadres également. Et c'est quelque chose de très intéressant que nous aimerions développer plus. Donc, il y a un travail de réflexion en cours pour l'année. J'ai terminé ma présentation, mais pour conclure, j'aimerais dire que la participation de fonctions d'expertise à des activités telles que recherche, développement, la formation et l'échange de pratiques contribuent à développer et à renforcer l'expertise et l'indépendance. Dans le cadre de la GRM, le CITEX, le réseau, a été fondé pour coordonner ces activités au niveau international. Les résultats de l'initiative CITEX qui a débuté en 2012, fondée par la Commission CITEX Network, permet des interactions entre les organisations de la société civile et la fonction d'expertise. Ces interactions ont été testées dans le cadre de projets CITEX précédents. Et le réseau CITEX implique donc une pluralité de points de vue et d'acteurs. Et cette pluralité de points de vue est considérée comme une valeur ajoutée importante du réseau par rapport au réseau existant.